La simulation numérique, c'est la capacité de modéliser l'univers au travers des lois de la physique et de le représenter par des équations que l'on va traduire sur ordinateur. Alors pour exécuter ce modèle sur un ordinateur, il faut exécuter un nombre considérable d'opérations. Et c'est ce nombre d'opérations, si on veut obtenir un résultat en un temps raisonnable, qui détermine la puissance des ordinateurs nécessaires, qui se trouvent être gigantesques, puisqu'on parle de millions, de milliards d'opérations par seconde. Donc les supercalculateurs permettent de réaliser ces expériences virtuelles issues de la simulation numérique. Les premiers supercalculateurs sont apparus pendant la Seconde Guerre mondiale, d'abord pour résoudre le problème très précis qui était le décryptage des codes. Les États-Unis ont été de très loin les précurseurs pendant des années. Ils ont considéré dès le départ que disposer de ces ordinateurs était un enjeu stratégique et ont tout fait pour un, le développer, et deux, en conserver le monopole. Mais depuis 7 ou 8 ans, l'Europe s'est rendue compte qu'elle était en dehors d'un domaine qui était totalement stratégique, non seulement pour sa défense, mais aussi pour son économie, pour sa recherche et l'ensemble de la société. Et de grands programmes européens sont en train, actuellement, d'être mis en place, sont en place ou vont se mettre en place pour faire en sorte que l'Europe rattrape ce retard. L'évolution de l'informatique, depuis qu'elle existe, est régie par une loi appelée loi de Moore. À coût constant, la capacité de calcul double tous les 18 mois. Le fait qu'à partir des années 2000, le besoin en matière de calcul haute performance ait très largement dépassé la loi de Moore a eu deux conséquences. La première conséquence, c'est que le seul moyen d'arriver à dépasser cette loi était de mettre des processeurs en parallèle. Et donc elle s'est traduite par l'arrivée de ce qu'on a appelé des ordinateurs massivement parallèles. Massivement, voulant d'abord dire quelques milliers de processeurs en parallèle dans les années 2000, quelques dizaines de milliers autour des années 2005, et aujourd'hui, pour la machine Terra-100, par exemple, plus d'une centaine de milliers de processeurs. La deuxième conséquence de ce besoin énorme en puissance a été qu'au lieu de dire « nous allons mettre en parallèle les processeurs du type de ceux dont on disposait avant, qui étaient des processeurs spécifiques, dédiés au calcul scientifique et extrêmement performants, mais qui coûtaient très cher, nous allons être obligés d'utiliser un grand nombre, certes, mais un grand nombre de processeurs à faible coût, c'est-à-dire ceux faits pour le marché grand public, et en particulier pour les PC. Et c'est ces deux conséquences qui sont à l'origine d'ordinateurs tels que la machine Terra-100. Ces gros ordinateurs ont un grave inconvénient, c'est qu'ils consomment beaucoup d'énergie. Une machine comme Terra-100 consomme de l'ordre de 7 MW, ce qui est la puissance d'un gros bourg, utilisé par un gros bourg. Et donc, il est important de trouver tous les moyens possibles pour réduire cette consommation d'énergie et accessoirement la facture correspondante. Et ceci pourrait être rendu possible par une convergence à terme entre les processeurs développés pour vos téléphones et autres systèmes embarqués, dont la caractéristique principale est la très faible consommation d'énergie, et les processeurs scientifiques qui consomment beaucoup d'énergie mais qui ont une très grande capacité de calcul.